1953, un gamin de Paris. Comme il se doit, je commencerai par un mensonge puisque, depuis Rousseau et son entreprise qui n'eut jamais d'exemple, on sait que la promesse de montrer un homme dans toute la vérité de la nature est au contraire une tentative de réécrire ce qui fut, de s'arroger par le miracle de l'écriture le rôle que Dieu ne nous a autorisé que partiellement à jouer, le sien. J'ai donc décidé, une fois pour toutes, que cette chanson avait été composée l'année, pour ne pas dire le mois, voire le jour de ma naissance, alors que selon des informations dignes de foi, elle m'a précédé de plus d'1 an. Il m'amusait de voir en ce gamin de Paris mon frère jumeau. C'est beaucoup plus tard que j'ai forgé ce mensonge, sur la scène du Merle-Moqueur, un bistrot de la Butte aux Cailles, où j'interprétais, avec un ami pianiste, un répertoire de chansons parisiennes. Lui, c'était Prosper, le souteneur, en chapeau mou et costard à rayures. Moi, j'étais Julot, le titi à grapette et foulard. Et j'aimais dire que j'avais la sensation que Mick Michel avait écrit ce texte pour moi, en pensant à ce que j'étais devenu sur cette scène, toujours les mains dans les poches, gouailleur et ravi de la vie qui danse. Si ce n'est pas sur la scène exiguë du Merle que j'ai créé cette légende, ne voyez pas là pour autant un nouveau mensonge. Je ne me souviens tout simplement pas du moment précis où j'ai pensé à dire cette phrase au spectateur. J'ajouterai cependant que ce morceau faisait partie de ceux avec les lavandières du Portugal, Couchées dans le foin ou Brave Margot, dont maman chantait volontiers sans jamais aller au-delà, 1 ou 2 phrases qui me sont restées et m'ont probablement poussé à imaginer le duo que nous avons fait tourner pendant 13 ans, de mai 1985 à mars 1998, et qui s'est produit 159 fois sur scène. Je pourrais donc dire que mon mensonge n'est pas si mensonger que cela. J'ai très peu de souvenirs de ma naissance et de mes premiers moments d'existence. Je n'ai malheureusement pas eu la chance de suivre une psychanalyse ou un stage de scientologie qui m'aurait permis de revivre mon arrivée sur Terre et même, pourquoi pas, mes ébats intra-utérins. Mes premiers souvenirs avérés, auxquels je me vois et me sens participer, sans l'aide de récits familiaux, remontent à l'année de mes 3 ans. Celui dont je vais faire part m'a donc été raconté. Quand je suis né, j'avais des cheveux. Cela n'a d'ailleurs pas duré très longtemps puisque dès 16 ans, il m'a fallu commencer à lutter contre leur chute prématurée en m'inondant de pétrole âne. Plus tard, ma solution radicale a consisté à me raser totalement, ce qui avait le double avantage de laisser supposer que si je le voulais, je pourrais avoir des cheveux, puisque ma calvitie résultait d'un acte volontaire mécanique, et de laisser ignorer que j'avais blanchi, puisque ma peau nue ne témoignait aucunement de cette déchéance. Mais quand je suis né, j'avais des cheveux roux, enfin rouquins, blond vénitien, disait maman. Cette spécificité pouvait surprendre puisqu'il n'y en avait aucun exemple dans la famille. Des blonds du côté de maman, des bruns du côté de mon père, mais aucun rouquin. Pourtant, à y bien regarder, il y en avait un, Athos, le boxer, qui était arrivé dans la famille quelque temps avant moi. Et, y bien regarder, c'est ce que fit ma grand-mère paternelle qui suggéra, sans mauvaise intention ni sous-entendu grivois, lors de sa visite à la clinique où je suis né, que peut-être l'amour que mes parents portaient à leur chien était-il excessif et que, à la manière dont chacun sait qu'un caprice de fraise en période de grossesse provoque immanquablement l'apparition de rougeurs indélébiles chez le nouveau-né, il avait pu susciter cette singularité. Je ne dis pas que c'est moche, Colette, je dis simplement que c'est bizarre chez moi. Pour ma part, j'ai toujours adoré ce grand frère qui m'attendait et m'a bien rendu mon amour. J'ai fait plus. Je me suis identifié à lui lorsque, un peu plus tard, j'ai déclaré vouloir être chien quand je serai grand.
Il me semble avoir entendu Jean-Louis Barrault confesser un jour que la même chose lui était arrivée. Mais j'anticipe, car cela se passait l'année où Édith Piaf chantait Les amants d'un jour. J'y reviendrai. À ce moment de ma réflexion, je me dis que je pourrais infléchir mon mensonge initial et le reporter sur Athos. Après tout, puisqu'il est né avant moi, c'est peut-être à lui que Mick Michel pensait en écrivant sa chanson. Une autre naissance est avérée cette année-là, et facilement vérifiable. Celle du livre de poche, dont les 3 premiers numéros voyaient le jour quelques semaines avant moi. J'ai lu, bien sûr, et rangé dans ma bibliothèque d'adolescent, ces 3 volumes. Königsmarck, de Pierre Benoît, Les Clés du Royaume, d'A.J. Cronin, je n'ai jamais su le prénom complet de cet écrivain, et Vol de nuit, de Saint-Exupéry. Je conserve encore ce dernier aujourd'hui, avec sa couverture non vitrifiée, représentant un profil d'aviateur et un biplan, sur la queue duquel est peint le drapeau français, volant dans un ciel nuageux. Sous le logo de ces livres était spécifié « texte intégral ». Cela permettait, j'imagine, de les différencier des éditions du Reader's Digest, très en vogue à l'époque. Je connais au moins un cas dans lequel cette publicité était mensongère. Quand j'étais en Hippocagne, au lycée Voltaire, il y avait presque en face une petite librairie dans laquelle j'évoluais un jour mort à crédit. Certaines pages présentaient des blancs, mais l'écriture de Céline était pour moi suffisamment déroutante et octante pour que je m'imagine qu'il s'agissait là d'un artifice de mise en page destiné à rendre la lecture encore plus heurtée, encore plus inconfortable. Ce n'est que bien plus tard, quand j'ai racheté ce texte dans l'édition de la Pléiade, que j'ai compris que ces blancs qui avaient disparu correspondaient en réalité aux coupures dues à la censure. Je suis né dans le département de la Seine, à Montreuil-sous-Bois, où j'ai vécu 5 jours dans une chambre de la clinique où maman m'a mis au monde. Avec un certain retard, m'a-t-elle raconté. Je n'avais pas envie de naître, semble-t-il, et je ne suis apparu que largement après les 9 mois réglementaires de gestation. Est-ce pour cela que je suis si beau, si complet, si parfait, que la première réaction de mon père à ma vue fut de s'exclamer « Qu'il est laid, on dirait un singe !» En quittant Montreuil, je suis resté dans le même département. Mes parents avaient acheté un pavillon à Bondy, dans la Seine. J'ai passé mes 15 premières années dans ce département. Mon numéro d'immatriculation à la sécurité sociale en témoigne. Les 6e et 7e chiffres sont un 7 et un 5. Mes grands-parents paternels habitaient Livry-Gargan. 7 kilomètres à peine séparaient leur maison de la nôtre, mais il fallait, pour leur rendre visite, franchir une frontière psychologique puisqu'ils vivaient dans la Seine-et-Oise. D'ailleurs, selon les dires de mon père, les ressortissants de ce département conduisaient beaucoup moins bien que ceux de la Seine, puisqu'il les qualifiait volontiers, lorsqu'il était au volant de la 203 familiale, de paysans de la Seine-et-Oise. Il en avait autant pour ceux de Seine-et-Marne. Et puis un jour, j'ai changé de département sans changer de ville. C'était en 1968. Des amis très férus de politique m'ont expliqué que ce changement avait été motivé par la volonté du président de la République d'alors, Charles de Gaulle, de regrouper dans une même circonscription administrative toutes les villes de banlieue qui, décidément, et sans prompt espoir de changement, s'opposaient à lui, à ses pompes et à ses œuvres. En perdant ainsi tout un département, il pouvait, à l'aide d'un habile découpage, espérer assurer son influence sur 4 autres. Toujours est-il que du jour au lendemain, je n'étais plus citoyen de la Seine, mais de la Seine-Saint-Denis. Que le 75 de ma carte de sécurité sociale perdait sa signification et qu'il ne fallait plus écrire sur les enveloppes Bondy-Seine, mais 93 Bondy. Il y a pire. Livry-Gargan a également été versé dans ce nouveau département et il n'était donc plus possible à mon père, en allant rendre visite à ses propres parents, d'en vilipender les conducteurs.